j'accueille l'April, donc l'association pour la promotion des logiciels libres, si je ne me trompe pas. Enfin, du coup, je vais me faire reprendre tout à l'heure sur tous ces termes. Donc, ils animent plusieurs conférences aujourd'hui. Donc, une à 13h, une aux alentours de 15h et une encore à 17h. Ils ont un stand situé à l'entrée. Je vois qu'il y a du monde tout le temps qui s'arrête pour aller faire connaissance avec l'April. Et donc là, on va tout de suite commencer avec Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis content d'être là, c'est sympa. Donc, le lieu est vraiment intéressant et je découvre, c'est la première fois que je viens. C'est plutôt pas mal. Je suis impatient de voir l'écran en bouteille une fois qu'il sera réalisé. Alors cet écran, c'est un gros travail, hein. Ça prend du temps. Donc là, ils sont encore en train de le finir. J'espère le voir avant ce soir. Ça devrait marcher. Il y en a beaucoup qui sont mobilisés dessus. Je veux voir les bugs que ça va donner. Il y aura forcément des pixels morts, ça va être terrible. Donc ça peut être quelque chose. Donc je vais discuter de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est le vol. Donc c'est une reprise, ce titre. C'est un vol du texte de Proudhon. La propriété, c'est le vol. Et donc reprendre ce texte, reprendre ce titre, c'est un vol. Ou c'est une contrefaçon, ou c'est une appropriation, ou c'est un hommage. C'est à voir. Dans tous les cas, l'idée, c'est est-ce qu'on peut voler et qu'est-ce qu'on peut voler? Voler, c'est déposséder. C'est retirer de l'usage de quelqu'un, c'est retirer de la possession de quelqu'un quelque chose. Et donc, on ne peut voler, logiquement, que les choses matérielles. On ne peut pas voler, logiquement, si on va dans cette direction-là, les choses intellectuelles. La propriété intellectuelle, c'est un oxymore, c'est une impossibilité technique. On ne peut pas voler quelque chose qui n'a pas une existence physique. Mais ça n'empêche, il existe cette notion de propriété intellectuelle qui a été inventée depuis déjà plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années, et même si on remonte un peu, il y a des éléments un peu semblables qui datent de l'Antiquité. Des droits qui étaient accordés par les autorités. Et effectivement, il a été inventé, notamment au XIXe siècle, la propriété littéraire. Il a été aussi inventé les brevets. Et le troisième pendant, celui que je vais vous présenter, c'est le droit des marques, les marques et logos, qui sont un aspect important de notre société moderne. Donc ces trois aspects-là sont regroupés sous cette ombrelle de la propriété intellectuelle. C'est une arnaque. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'ombrelle n'a pas lieu d'être. Et généralement, si on vous parle de vol dans le contexte d'une propriété intellectuelle, ceux qui utilisent ces termes-là le font à mauvais escient. Les gens du domaine, les avocats, les juges, les législateurs ne parlent pas de vol. On parle à chaque fois d'un autre terme. Il y a toujours d'autres concepts. Le plus fréquent, c'est parler de contrefaçon. Pourquoi on utilise contrefaçon? C'est bien qu'il n'y a pas vol. On ne vole pas une œuvre sur Internet quand on télécharge illégalement un film. Non, le film reste sur les disques durs de son propriétaire, de son créateur en tout cas, à moins qu'il l'ait effacé, mais ça c'est lui qui voit de son côté. Alors le premier pan de la propriété intellectuelle, le pan le plus important, de mon point de vue en tout cas, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est une conception du XIXe siècle qui met en avant la capacité de production et des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Donc c'est vraiment les arts et c'est un droit, ce droit d'auteur, qui est inventé, créé pour favoriser la création artistique. Il y a plein de gens qui ont défendu cette notion-là, c'est de dire voilà, l'auteur, il est important, c'est le dieu de son œuvre, c'est celui qui l'a mise au monde, c'est celui qui l'a apporté au reste de l'humanité, mais l'auteur est quand même moins important que le public. Ce qui est important, c'est l'humanité. Et si, entre les deux, entre l'auteur et le public, il y avait un choix à faire, c'est le public qui gagnerait à chaque fois. Alors là, je paraphrase Victor Hugo. Et Victor Hugo, c'est un des grands défenseurs du droit d'auteur. Il a participé à son élaboration au XIXe siècle par bien des moyens. Et il a notamment fait tout un préambule à la Convention de Berne. Et c'est un discours qui est assez phénoménal, où il présente cette idée-là de manière assez brillante, bien plus brillante que ce que je peux en dire. Et effectivement, lui-même, auteur tel qu'il est, lui-même, alors qu'il propose et qu'il défend la propriété littéraire, donc lui-même, alors qu'il veut il veut gagner de l'argent avec ses œuvres, je le comprends, eh bien il accepte et il encourage l'idée que non, ce qui est important, c'est le public.
Et le domaine public, c'est ce qu'on en utilise aujourd'hui, ce qu'on en retire comme concept aujourd'hui. Le domaine public, c'est la destination de toutes les œuvres qui sont sous droit d'auteur, nécessairement. Dans à peu près toutes les législations, à ma connaissance, il y a toujours une limite temporelle. Il y a une limite de lieu, généralement, ça va dépendre de là où on enregistre ou de là où on protège l'œuvre. Donc là, c'est souvent des limites un peu techniques, mais il y a une limite temporelle. Aux États-Unis, par exemple, à l'origine, les œuvres du droit d'auteur étaient protégées pendant 28 ans, renouvelables une fois. Aujourd'hui, en Europe, les œuvres sont protégées pendant des dizaines d'années après la mort de leur auteur. Et si ce sont des œuvres collectives, je crois que c'est 95 ans après la création de l'œuvre, donc indépendamment des auteurs d'origine. Ces durées sont un peu longues, et surtout, c'est qu'elles sont étendues régulièrement. Vous n'avez pas forcément suivi, ceux qui nous regardent, mais à l'origine, il y a un groupe, une entreprise qui est un petit peu importante dans ce domaine-là, qui s'appelle la Disney Corporation. Et la corporation Disney, eh bien, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont fait beaucoup d'œuvres artistiques qui ont un gros impact sur notre culture mondiale. Et notamment, une de leurs premières œuvres, c'était celle qui comportait Mickey Mouse, Steamboat Willie, qui était un hommage, qui était une parodie d'un film de l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'un dessin animé avec Mickey Mouse reprenait un film de Buster Keaton. Donc c'était un film qui a bien marché en salle, notamment parce qu'il avait de l'innovation sonore. C'était en 1928, il me semble. On va revérifier les dates. Et donc, Disney, ils ont fait un hommage à Buster Keaton, une parodie, ils avaient le droit de le faire. Ils ont fait une œuvre qui a bien marché en salle, très bien pour eux. Et cette œuvre était protégée pendant 28 ans, c'était aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a le droit de renouveler une fois, c'était la loi. Donc ils ont renouvelé et normalement, Mickey Mouse, ce premier film avec Mickey Mouse, devait s'élever dans le domaine public en 84. Alors il se trouve que pour la corporation Disney, l'entreprise Disney, Mickey Mouse, c'est un symbole phénoménal. C'est une marque, c'est une image, il semblerait qu'il est plus connu et reconnu que le Père Noël. Mickey Mouse a un impact mondial et ça a été estimé comme ayant une valeur annuelle pour l'entreprise Disney de l'ordre de 6 milliards de dollars. Donc, un peu avant 1984, ils ont fait un lobbying de malade pour étendre la durée du droit d'auteur. Alors à l'époque, ils ont fait ça en 1976, il y a eu un acte au Congrès américain. À l'époque, ils ont juste dit, c'est pas compliqué, le copyright américain ne suit pas les mêmes durées que le copyright européen, c'est pas logique, on n'est pas bien protégé, c'est quoi ce bordel? Ils ont milité, ils ont fait le pied de grue au Congrès, ils ont obtenu une extension au droit d'auteur pour s'adapter au droit européen. Jusqu'en 1984. 1984, donc ça c'était la date, non pardon, c'était 1984, c'est la date à laquelle ils devaient passer dans le domaine public et ils se sont étendus jusqu'en 2003. Un peu avant 2003, ils se sont rendus compte que vraiment ça rapportait beaucoup d'argent d'avoir la petite souris dans leur escarcelle et d'avoir un droit d'exclusivité d'exploitation. Personne d'autre n'a le droit d'utiliser l'image Mickey Mouse, de faire des œuvres dérivées de Mickey Mouse. Et donc, un peu avant 2003, ils ont refait une tournée de lobbying, ils ont refait le pied de grue devant le Congrès et ils ont réobtenu une extension de 20 ans. Alors, ça a été loin, ça a été jusqu'à la Cour suprême américaine. Notamment un personnage qu'on connaît qui s'appelle Lawrence Lessig et qui est très connu dans le monde du logiciel libre et dans le monde de la culture sur Internet, s'est battu, il a été au Congrès, il a été devant la Cour suprême pour essayer d'éviter cette extension. Un des arguments, c'était de dire que ça ne devrait pas être rétroactif. Pourquoi rallonger la durée du droit d'auteur alors que les auteurs d'origine sont tous morts? Est-ce que ces auteurs vont être encouragés à créer plus d'œuvres parce qu'on rajoute 20 ans au droit d'exploitation exclusive? C'est un peu compliqué à mettre en avant. Mais ça n'empêche, la Cour suprême a accepté d'étendre cela jusqu'à 2023, notamment en indiquant que dans la Constitution américaine, il y avait une clause qui disait que tant que c'était limité dans le temps, le Congrès avait bien le droit d'étendre les durées. Il faut que ce soit limité dans le temps. Il n'y a pas de souci. Alors, moi j'ai tendance à penser que ça relève de l'arnaque, parce que tous les ans, on rallonge d'une année. Et donc c'est du temporaire qui dure et il n'y a pas de raison qu'en 2023, et il semblerait que ce soit déjà le cas, ils ne se débrouillent pas pour réétendre la durée du droit d'auteur. N'oublions pas, 6 milliards de dollars, ça donne des moyens pour faire du lobbying au Congrès. Alors, même eux se rendent compte
que de garder sous leur coupe une portion aussi importante du droit de la culture, c'est quelque chose qui peut marquer les esprits, qui peut être embêtant pour le monde entier. Mais ça n'empêche, cet argent-là, ces sommes-là, 6 milliards de dollars, ils ont moyen d'acheter un Star Wars, une entreprise Star Wars tous les ans. En termes de droits, c'est considérable et le lâcher, ça va être difficile. Donc ça, c'est quelque chose où on peut voir assez rapidement que ce droit d'auteur a des travers qui sont assez terribles. C'est monstrueux parce que ça veut dire que des entreprises peuvent contrôler toute la culture et avec Internet aujourd'hui, cette culture qui a une diffusion hyper privilégiée, eh bien les entreprises ne veulent pas qu'on puisse diffuser ce que l'on veut sur Internet. Ça va très loin. Tous les supports qui peuvent contenir des œuvres artistiques sont taxés automatiquement à peu près, en Europe en tout cas, aux États-Unis il me semble que ça doit être à peu près semblable, il y a une taxe automatique. Si vous achetez un disque dur, au nom du droit d'auteur, au nom du fait que l'on peut diffuser à l'aide de ces disques durs des œuvres culturelles protégées par le droit d'auteur, on paye une taxe. Il a été inventé des menottes numériques, des DRM, c'est-à-dire des mécanismes techniques qui vont s'assurer que sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, vous ne pouvez pas, comme vous le voulez, consulter, regarder des œuvres protégées par le droit d'auteur et les diffuser. Ces menottes numériques sont terriblement mal faites, elles sont faibles techniquement, mais elles sont légalement très fortes parce que la loi les protège. Et si quelqu'un essaye d'entraver, de contrevenir à une menotte numérique, à un DRM, eh bien, il est sous le coup de la loi et ça peut aller assez loin. Il y avait des peines de prison qui pouvaient être encourues. Donc, attention, vous avez des limites qui sont posées sur vos ordinateurs à distance par les ayants droit, par ceux qui ont les droits d'auteur, et ces limites, vous n'avez légalement pas le droit de les enfreindre. Il y a Adopi qui a été mis en place. Adopi a été mis en place pour protéger le droit d'auteur. Adopi est au service des sociétés d'exploitation des droits d'auteur. Adopi vérifie sur Internet quelles sont les œuvres qui sont en train d'être diffusées, qui sont en train d'être piratées, téléchargées, échangées sur les réseaux de peer-to-peer. Et Adopi, à force de loi, Adopi a moyen de faire changer et de faire évoluer les lois. Et dans les clauses qu'ils avaient, dans les moyens qu'ils avaient, ils avaient commencé à travailler à faire installer des sondes, des petits outils, des petits logiciels permettant de vérifier ce que vous faisiez sur vos ordinateurs et de s'assurer que vous n'alliez pas, par erreur, faire du piratage. Et en ce moment même, il y a des lois et des règlements qui sont en train d'être mis en place au niveau européen pour s'assurer que chaque fois que vous diffusez des œuvres sur Internet, ces œuvres passeront par un filtre, une censure, qui vont vérifier si ces œuvres ont bien le droit d'être diffusées. Alors c'est quelque chose qui existe déjà, au niveau de YouTube par exemple, il y a déjà des algorithmes qui vérifient si ce que vous diffusez, vous avez le droit de le diffuser. C'est un algorithme qui s'appelle Content ID. Et donc si vous reprenez une chanson de Madonna et que vous l'utilisez telle qu'elle dans une de vos œuvres, l'idée c'est que ça va vous bloquer, ça va vous dire non, vous n'avez pas le droit, et éventuellement vous proposer de mettre de la pub et de faire une sorte de deal avec les ayants droit, qui eux apprécient assez ce genre de mécanisme-là. Et bien là, au niveau européen, ça s'appelle l'article 13. Il y a une directive du droit d'auteur qui est en train d'être débattue en ce moment même, qui a été passée par les parlementaires et qui doit maintenant être discutée au niveau de l'exécutif notamment et au niveau des commissions, des différentes commissions de la communauté européenne. Eh bien, cet article 13 va requérir que tous les sites qui peuvent transmettre et qui peuvent diffuser de la culture doivent, en accord avec les ayants droit, en accord avec les entreprises qui font de la gestion de contenu sur Internet, qui produisent des contenus, doivent s'assurer d'avoir un algorithme censurant ce qui est diffusé sur leur plateforme. Donc ça va être Google, Facebook et autres GAFAM, donc GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc ce sont les géants d'Internet aujourd'hui. Et ces géants-là, ils sont ciblés par cet article 13 notamment. Mais ça ne va pas toucher qu'eux, ça va aussi toucher toutes les petites entreprises, toutes les petites associations ou les administrations qui veulent diffuser et permettre de diffuser la culture. Eh bien, là, ce que je suis en train de faire, ça va être diffusé sur des plateformes de streaming ou de téléchargement. Eh bien, en théorie, une fois que l'article 13 sera mis en place, il faudra un algorithme qui vérifie que j'ai bien les droits et que cette plateforme a bien les droits de diffuser ce contenu-là. Cela va être compliqué et surtout, ça va permettre et ça va fournir aux ayants droit, à ces entreprises culturelles, ça va leur permettre de mettre leurs algorithmes à eux, de mettre leur base de données à eux de vérification dans un outil général de censure.
Tout cela au nom du droit d'auteur, tout cela au nom d'un monopole d'État accordé comme étant un compromis pour permettre à des auteurs de continuer à créer. Donc c'est un compromis qui va dans un sens assez étrange, en tout cas pas dans le sens du domaine public. Après tout, il suffit de regarder, le domaine public, il est volé en continu par ces extensions de droit d'auteur, il est volé en continu par ces blocages et ces filtres et cette censure automatique qui est mise en place sur Internet. Alors ça, c'est le premier point. C'est terrible. La propriété intellectuelle, il y a plein de pans qui sont regroupés sous cette ombrelle. Il y a plein de pans qui sont assemblés dans ce monstre de Frankenstein. Il y a un deuxième pan qui s'appelle les brevets. Les brevets couvrent non pas les œuvres artistiques, mais couvrent les inventions techniques. Et le brevet, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Pareil, il y a des traces qui remonteraient jusqu'à l'Antiquité de monarques qui donnaient des droits exclusifs d'exploitation à des inventeurs. Et pourquoi pas ? C'est quelque chose d'assez intéressant. On veut encourager les inventions. Mais c'est un peu plus compliqué. Les brevets, ce n'est pas leur but. Originellement, les brevets ont été mis en place pour s'assurer que les gens qui ont inventé quelque chose, que les créateurs de nouvelles techniques, de nouveaux outils, diffusent leurs inventions avant leur mort. C'est en fait un encouragement à publier et à divulguer les secrets. Alors, il semblerait que ce soit arrivé plusieurs fois dans le Moyen-Âge, notamment, que des inventeurs qui gardaient jalousement leurs recettes de fabrication, qui gardaient jalousement les proportions dans leur peinture, les types de couleurs, la manière de les fabriquer, il est arrivé plusieurs fois et que des secrets disparaissent avec la mort de leur détenteur. Et bien, pour éviter cela, on a inventé cette notion de brevet et on dit aux inventeurs, voilà, divulgue ton secret et pendant plusieurs années après cette divulgation, tu auras un droit exclusif d'exploitation. C'est limité dans le temps, c'est aussi limité dans le lieu. On doit enregistrer son brevet pour qu'il soit efficace et c'est limité en général au niveau d'un pays. Donc tous les pays ont des systèmes qui sont en place. Ça fonctionne depuis un peu plus d'une centaine d'années. Quelque chose de relativement efficace, tellement efficace qu'on mesure la créativité d'un pays, l'innovation dans un pays, au nombre de brevets qui sont déposés. C'est assez régulier. Vous allez voir des classements de tous les pays qui sont comparés entre eux. Et vous allez voir, voilà, celui-là, ils sont très créatifs, ils ont vraiment beaucoup d'innovation. Ils ont tant de milliers de brevets qui sont déposés chaque année. La France, on n'est pas trop mal, normalement. Mais c'est bien sûr les États-Unis qui sont en tête. Ils ont des milliers et des milliers de brevets chaque année. Et ils en sortent à tour de bras. Mon argument, c'est de dire que les inventions, et quelque part c'est accepté par tout le monde, les inventions, c'est assez facile d'en faire. La créativité, c'est quelque chose de naturel. Et en fait, le brevet, la notion même de brevet ne va pas à cette encontre-là. Les inventeurs vont inventer quoi qu'il en soit, même s'ils doivent garder leur invention secrète ou s'ils doivent la divulguer. Le brevet comporte des problèmes et comporte notamment une trop grande force accordée aux entreprises qui les maintiennent et qui les achètent. Parce que ces brevets sont ensuite utilisés comme des titres de propriété. Et ces brevets sont échangés et tombent dans des escarcelles. Et ils sont regroupés et ils sont utilisés pour s'assurer que des domaines entiers sont exclus de compétition et s'assurer que si des concurrents viennent sur leur domaine, eh bien, avec leur brevet, ils vont pouvoir les attaquer en justice et pouvoir les débouter. Alors ça se passe bien avec un brevet. Si vous avez un brevet clé sur un domaine, vous pouvez, avec ce brevet, et quelques avocats et beaucoup de patience et de hargne en justice, vous pouvez bloquer d'autres innovations. Mais ça se passe encore mieux quand vous vous mettez d'accord et vous formez un consortium d'entreprises et vous faites ce qui s'appelle un pool de brevets que vous mettez en commun et vous vous mettez d'accord pour que toutes les entreprises qui se sont mises en commun, elles fassent des accords. Alors c'est du cross-licensing et elles font des accords pour ne pas s'attaquer entre elles. Par contre, si quelqu'un d'autre, un nouvel acteur, arrive sur ce marché-là, eh bien, il va se retrouver confronté avec potentiellement des milliers de brevets déjà en place et qu'il devra éviter autant que se peut. Et s'il n'y arrive pas, et généralement, même s'il y arrive, de toute façon, ça n'empêche pas d'être attaqué, et le consortium pourra bloquer ainsi toute arrivée d'un nouvel acteur. C'est assez visible, ça s'est vu dans pas mal de domaines, et ça continue encore aujourd'hui. C'est particulièrement choquant dans le domaine des médicaments. Dans le domaine des médicaments, on a quelque chose, et on a un objet qui sauve des vies. Et cet objet-là, au niveau mondial,
il a été utilisé des accords entre pays pour s'assurer que seuls les inventeurs de certains médicaments, les créateurs de certains médicaments, aient les droits de les diffuser et de les vendre. C'était notamment le cas pour les trithérapies qui étaient apparues suite au VIH et au sida. Et ces trithérapies étaient très coûteuses, très chères, des milliers et des milliers de dollars, et elles étaient diffusées seulement par leurs créateurs. Eh bien, en Inde, ils ont inventé, alors que ces trithérapies étaient couvertes par des brevets, ils ont inventé une nouvelle formule qui permettait de les regrouper en une seule pilule, à des tarifs, mais je crois que c'était de l'ordre de quelques dollars, donc à des tarifs défiant toute concurrence. Ils se sont fait attaquer au nom du brevet et des accords internationaux d'application des brevets, et ils ont dû rebrousser chemin, au moins temporairement, avant de refaire des accords et d'en appeler un petit peu au bon sens pour arriver à passer outre. Mais cela continue, et on se rend compte que les brevets sont utilisés sur cette branche des médicaments, qui est une branche assez amusante, pour bloquer des nouveaux acteurs, mais aussi pour étendre des durées d'exploitation d'un médicament donné. Alors, il faut savoir que les compagnies pharmaceutiques clament et hurlent que les brevets sont importants et sont nécessaires à la création de nouveaux médicaments. Or, il a été montré plusieurs fois que la création et la recherche n'étaient pas faites essentiellement par les entreprises pharmaceutiques, mais étaient faites essentiellement par les universités et le domaine public. Le monde du public fait le plus de cette recherche. Un institut Pasteur, par exemple, va trouver plus de molécules que les compagnies pharmaceutiques. Non, les compagnies pharmaceutiques, de leur propre accord, de leur propre expression, elles défendent la mise sur le marché. Et c'est vrai que mettre sur le marché un médicament, une nouvelle molécule, la tester, la valider, faire passer tous les accords, obtenir les agréments correspondants des administrations, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'argent. Je crois qu'il avait été évalué que pour un médicament, il fallait compter 1 milliard de dollars. Donc c'est plutôt considérable. Et effectivement, les compagnies pharmaceutiques clament que ce milliard de dollars, elles l'ont grâce au brevet. Alors, c'est possible que ce soit un peu le cas, mais il est aussi clair qu'il y a eu des scandales récemment sur des compagnies pharmaceutiques qui ont été rachetées. Et au cours d'une nuit, le prix des médicaments qui avaient été rachetés a été multiplié par 50. En fait, les compagnies et les médicaments, il y a une relation d'exploitation et de monopole légal qui n'est pas aidée que par les brevets, qui est aidée aussi par ces agréments d'administration, ces agréments qui coûtent si cher. Eh bien, aujourd'hui, il y a des entreprises, certaines, des moutons noirs dans le domaine, qui utilisent ce droit, ces agréments, ces brevets, pour augmenter de manière insidieuse, de manière assez terrible, de manière retentissante, le prix des médicaments. Et augmenter par 50 un prix de médicament, ça a fait un gros scandale. Ça a fait tel scandale que même les autres compagnies pharmaceutiques qui n'ont pas encore fait cela se sont retournées contre ces acteurs qui étaient des moutons noirs. Et la personne qui siégeait au conseil d'administration de l'entreprise en question, je n'ai plus le nom de l'entreprise en tête, mais a été nommée à l'époque comme la personne la plus détestée d'Internet. C'était assez amusant, mais c'est que cette personne revendiquait que oui, elle avait le droit d'augmenter le prix des médicaments, c'était ses médicaments, c'était son entreprise, et donc elle n'avait pas besoin d'avoir une bonne raison pour augmenter ce prix-là, par 50 encore une fois. Donc, je crois que les médicaments étaient passés à 7 000 $ la boîte de médicaments. Donc c'était un tarif un peu considérable et avec des conséquences sur la santé. Donc les brevets sont abusés de manière assez phénoménale. Et ça va plus loin. Aujourd'hui, sur Internet, les brevets se sont étendus aux idées. À l'origine, on doit pouvoir protéger une invention, on doit pouvoir protéger une création technique. Eh bien, avec le temps, les inventeurs, les entreprises qui hébergeaient ces inventeurs ont commencé à déplacer le domaine d'application des brevets pour impliquer les logiciels, l'informatique et les algorithmes. Et là, l'informatique, je suis informaticien, l'informatique, ça ne travaille que sur de l'information. C'est sa base de travail. Les algorithmes, ce n'est que de l'information. Et commencer à breveter cette partie-là, c'est breveter des idées.
À l'origine, les brevets avaient clairement été identifiés comme étant des protections légales, des monopoles d'exploitation temporaires accordés par l'État pour protéger des inventions techniques, pour protéger de nouvelles créations, de nouvelles machines. Une machine à laver peut être brevetable. Le programme d'une machine à laver ne devrait pas être brevetable. En Europe, les logiciels sont exclus du domaine des brevets. Malgré tout, il y a eu, je crois qu'il y a 20 000 brevets logiciels qui existent en Europe. C'est-à-dire que votre téléphone, dans son fonctionnement, quand vous allez appuyer sur certains boutons, quand vous allez tourner certains sélectionneurs, quand vous allez ouvrir certaines pop-up, ces pop-up-là peuvent être couvertes par des brevets. Aux États-Unis, c'est encore plus flagrant et ça a créé encore plus de problèmes. Ça a été jusqu'à la justice et dans les tribunaux. Et les brevets logiciels là-bas sont accordés de manière légale et sont protégés légalement. Il y a des juges qui sont impliqués dans cette protection-là. Et il y a eu des milliards de dollars qui ont été extraits de certaines entreprises au nom d'infractions au brevet de logiciels. Donc là, c'est clairement un abus et un déplacement du champ des brevets. Alors c'est en train d'être un petit peu remis en cause. Même aux États-Unis, on se rend compte que breveter des idées, c'est problématique. Que les idées, c'est quelque chose qu'on peut avoir à l'appel chaque jour. Que sur Internet, les idées, plein de gens ont les mêmes en même temps. Parce que ce sont des inventions qui sont dans l'air du temps. Et que clairement, à un moment donné, quand vous avez une population très éduquée, nombreuse, le monde, et la population mondiale qui augmente et qui est de plus en plus éduquée, eh bien à un moment donné, vous vous retrouvez confronté avec des inventions en pléthore, en grand nombre, et les brevets ne font que restreindre la créativité. Des mesures ont été faites aux États-Unis là-dessus, et qui sont assez alarmantes. Les brevets restreindraient la création de nouvelles inventions. Et donc en ce moment même, il y a des discussions au niveau du Congrès américain, au niveau de la Cour suprême américaine, pour essayer de mettre un petit peu le holà sur ce tout répressif, sur ce tout judiciaire, et pour faire en sorte que les idées ne soient plus couvertes et ne soient plus protégées par les brevets, mais aussi que les brevets redeviennent un petit peu plus logiques, un peu plus cohérents, que leur durée soit mieux limitée dans le temps, et qu'on s'assure que par exemple un médicament qui sort de sa phase de brevet, de sa période de couverture d'un brevet, ne puisse pas être réinventé à nouveau en simplement rechangeant les doses ou en simplement changeant le packaging. Ça aussi, c'était des arnaques qui ont été faites plusieurs fois. Les médicaments ont été rallongés dans leur durée de couverture des brevets de manière assez artificielle. Alors ça, c'est la deuxième partie de la propriété intellectuelle. Vous avez le droit d'auteur, vous avez les brevets, et dans cette troisième partie, il y en a une partie que j'aime bien, c'est le droit des marques. Les marques, ce sont tous ces petits symboles, tous ces petits logos, tous ces petits noms qu'on appose sur des vêtements, sur des voitures, sur des entreprises. Mickey Mouse est une marque, Disney est une marque, le petit crocodile de Lacoste est une marque. Les marques, c'est quelque chose dans lequel on vit depuis un siècle au moins, et c'est quelque chose de dominant dans notre culture, dans notre société de consommation. C'est là aussi un monopole d'exploitation qui n'est pas limité dans le temps, mais par contre qui est limité dans son domaine et dans son lieu. Vous devez enregistrer, normalement dans la plupart des législations, on vous demande d'enregistrer la marque, et la marque ne doit s'appliquer qu'à un certain domaine. Alors c'est assez amusant, par exemple Apple. De quel Apple est-ce que je parle? Là je suis informaticien, en général je parle d'Apple, la compagnie informatique. Mais il existe une deuxième compagnie qui s'appelle Apple. C'est la compagnie qui gérait les musiques des Beatles, qui s'appelle Apple. Il l'avait créée avant Apple qui a fait le Macintosh. Et pas de souci. La compagnie qui gérait les albums des Beatles ne gérait que de la musique. Apple, c'est une compagnie d'informatique. Pas de souci, le droit des marques avait prévu cela. Apple, c'est pour la musique, Apple, c'est pour l'informatique. Ce sont deux domaines bien différents. L'idée des marques, c'est que les consommateurs peuvent remonter la chaîne des produits qu'ils vont acheter. Eh bien, pas de souci. Si vous achetez de la musique, vous savez qu'Apple, c'est la musique, c'est les Beatles. Vous voulez acheter de l'informatique, vous savez qu'Apple, c'est l'informatique, c'est les ordinateurs. Mais depuis quelques années, Apple, l'informaticien, fait aussi de la musique. Ça a créé un peu de cacophonie. Ça a été jusqu'en justice, mais finalement ils se sont mis d'accord et ils ont simplement échangé de l'argent pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc ça n'a pas empêché Apple, l'informaticien, de continuer à faire de la musique, vous rassurez-vous, ça marche assez bien. C'est juste pour vous indiquer, voilà, les marques sont limitées dans un espace physique et sont limitées dans un domaine, c'est la théorie de la chose, mais ne sont pas limitées dans le temps.
une marque continue à fonctionner, continue à vous accorder un monopole d'exploitation. Personne d'autre n'a le droit d'utiliser vos marques. C'est les vôtres. Vous avez un titre de propriété sur une marque. C'est ça, cette propriété intellectuelle. Tant que vous défendez vos marques. Si une marque devient indéfendable, si une marque passe dans le domaine public par son usage, par exemple Frigidaire. Frigidaire a été tellement utilisé que c'est devenu le terme générique. Quand vous achetez un réfrigérateur, Frigidaire est devenu une marque générique et le fabricant n'a plus de monopole d'exploitation. Mais il y a plein de monopoles d'exploitation qu'on retrouve dans tous les domaines de notre vie. C'est quelque chose qui est immanent à notre société de consommation. C'est quelque chose qui est intégré. Et depuis les années 70, depuis le pic dans notre société de consommation de la surproduction, c'est à peu près les années 70 où en fait on a plus produit dans nos usines qu'on ne consommait, les marques sont devenues encore plus importantes pour nous inciter à consommer. C'est grâce aux marques qu'on peut faire, c'est vraiment grâce aux marques, et c'est important qu'elles existent pour cela, qu'on peut faire de la publicité. Si vous avez de la publicité sur des voitures, si vous avez de la publicité sur des ordinateurs, si vous avez de la publicité sur des voyages, c'est parce que quand vous verrez cette publicité, elle est associée à chaque fois avec une marque. Elle est associée avec un logo, elle est associée avec un nom. Si vous retirez le monopole d'exploitation, si vous permettez à n'importe qui de vendre des produits avec le même nom, vous retirez 99% de l'intérêt de faire de la publicité. Les seules publicités qui resteraient si les marques n'avaient pas cette importance et ce monopole d'exploitation légal, si les marques n'avaient plus cette importance-là, eh bien les seules publicités qui resteraient, ce seraient des réclames qui vous encourageraient à aller acheter un produit en vous parlant du produit, ou qui vous encourageraient à aller dans un magasin en vous indiquant l'adresse du magasin. Une réclame qui vous dit vous pouvez tourner au 3e feu à droite et vous avez un magasin de meubles, c'est une réclame qui a quelque chose de factuel. C'est une réclame qui a un intérêt tout de suite. Par contre, une publicité qui vous met une jolie fille toute nue et qui, en dessous de la jolie fille toute nue, vous met le nom d'un yaourt, c'est une publicité qui va jouer sur la marque et qui va jouer sur plus encore, qui va jouer sur l'émotion. Oui, une fille toute nue, ça crée des émotions, dans un sens ou dans un autre. Mettre des jolis paysages, mettre des jolies images, mettre des publicités à la télévision avec des histoires qui vous sont racontées, c'est de l'émotion. Et ça s'appelle de la manipulation. On avait peur à une époque des images subliminales, on avait peur d'être manipulé par des images qu'on ne verrait pas, mais en fait, grâce aux marques, on est manipulé constamment par des images que l'on voit et qui sont permanentes dans notre environnement visuel. Et encore, nous en France, on en souffre. C'est-à-dire qu'on souffre d'avoir beaucoup de publicité, beaucoup trop de publicité, mais dans d'autres pays, c'est encore pire. Il y a des publicités partout. En France, on a un peu de limitation, on a un petit peu de bon sens là-dessus, mais il y a des pays en Amérique du Sud où ils mettent des publicités verticales dans les villes qui font qu'on ne voit plus les villes. Les publicités sur la télévision, par exemple, nous en France, il y a des règlements, des législations qui bloquent un peu leur diffusion, mais dans certains pays, les publicités, c'est de l'ordre de tous les quarts d'heure. La publicité, c'est quelque chose de permanent, et on vit dedans, et on ne peut vraiment pas y échapper d'une manière ou d'une autre. Même quand on est dans une voiture, on est agressé de publicité, on est manipulé par ces publicités, et les publicités, on ne peut pas les arrêter, même en étant dans des mouvements comme Stop Pub, par exemple. Il y a des jeunes qui se sont mis dans des associations, qui ont créé des groupements pour essayer de limiter l'impact des publicités. Donc, au début, ils ont essayé de détruire les supports publicitaires. Ça les a emmenés en prison, parce que c'était de la destruction de biens sur le domaine public, c'était un peu gênant. Aujourd'hui, ils se contentent en général de taguer ou de mettre des post-it. Donc ce n'est pas de la destruction, mais même comme ça leur génère des petits soucis légaux. Ça les emmène au tribunal régulièrement. Et donc, se battre contre la publicité, en adhérant dans des associations comme Stop Pub, c'est quelque chose de bien. Moi, je trouve ça plutôt positif. Mais malheureusement, c'est un travail qui n'aboutit à pas grand-chose. Les conséquences de ce combat-là ne fonctionnent pas bien. C'est comme de mettre sur sa boîte aux lettres « Je ne veux pas recevoir de publicité ». Ça marche que trop peu.
Et il y a plein de cas où les distributeurs de publicité vont quand même mettre dans les boîtes aux lettres de la publicité papier, parce que ils s'en fichent. Leur problème, c'est de diffuser le plus possible de leur publicité. C'est pas grave si dessus votre boîte aux lettres vous avez marqué stop à la pub, ça ne les concerne pas. Donc la publicité, c'est directement lié au droit du marque, c'est donc directement lié à la propriété intellectuelle. Et c'est quelque chose de fort et qui va être difficile à combattre parce que c'est un support indispensable à notre société de consommation moderne. Seule limite, c'est une limite qu'on est en train de rencontrer maintenant, c'est la limite du monde et de l'écologie. À force de surconsommer, on est en train de surconsommer notre planète entière. On est en train de dépasser les limites de ce que la planète peut proposer comme produit à acheter puis à jeter. Quand vous achetez un produit et que vous avez été incité à l'acheter par la publicité, ce produit n'a pas la même valeur que si vous l'avez acheté parce qu'il a une valeur intrinsèque et que vous allez pouvoir le garder pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et que vous allez pouvoir le réparer, le réutiliser, le désassembler, le réassembler. Non. Aujourd'hui, les produits qu'on achète qui nous sont vendus grâce à la publicité, ils sont protégés par des brevets. Donc vous pouvez difficilement les reproduire et les recréer. Il y a des brevets qui sont sous beaucoup de ces produits. Et ils sont aussi protégés par le droit d'auteur. Et ils sont aussi protégés par des règlements liés aux assurances. Et ils sont aussi protégés par des législations qui vous interdisent de mettre les mains dans ce que vous avez acheté. Aux États-Unis, il y a tout un mouvement qui est en ce moment en train de se faire, qui est un mouvement de réparation. Et ils sont en train d'aller aux tribunaux pour redemander le droit à la réparation. Eh bien, avec les différentes législations sur la propriété intellectuelle, donc le droit d'auteur, les brevets et les marques, eh bien, on se retrouve à devoir demander pour réparer un appareil, à demander l'intervention et la seule intervention de son fabricant d'origine. C'est gênant quand vous avez un tracteur et qu'il tombe en panne. Ce tracteur, vous n'avez pas techniquement, légalement, le droit de pouvoir intervenir dessus. C'est très gênant et très embêtant. Et ce point-là est en train d'être débattu en ce moment. Donc on peut supposer que la réparabilité va évoluer, mais les entreprises qui vendent de l'informatique, les entreprises qui vendent des tracteurs, les entreprises qui vendent du matériel industriel se battent pour empêcher cette réparabilité. Ça touche leur portefeuille directement. Si vous ne pouvez pas réparer un appareil, vous devrez en acheter un autre. Donc c'est quelque chose de très négatif quand aujourd'hui on se rend compte que la planète ne va pas suffire à toute notre consommation. Donc là, il y a des modèles qui sont à revoir, et ces modèles de propriété intellectuelle, ces monopoles d'exploitation qui incitent à la surconsommation, qui incitent à la surproduction, qui incitent à jeter et à racheter plutôt qu'à réparer et à réutiliser, ces modèles-là, il faut les remettre en question. Et je pense qu'on est à la bonne époque, juste avant que Mickey Mouse soit renouvelé en 2023 et qu'on lui réassigne encore 20 ans de droits d'auteur, je pense qu'il faut essayer de se réapproprier notre propre culture. Parce que c'est là qu'on est en train de se battre. C'est la culture humaine doit être réinjectée dans le domaine public. Elle doit pouvoir monter dans le domaine public enfin et une fois pour toutes être réutilisable par le monde entier. Sans limite de temps, de domaine ou de géographie. Ça va être difficile. Bon, il faut que les pirates du monde entier s'unissent et arrivent à faire quelque chose. Il faut que j'en fasse une conclusion sur un article. Merci beaucoup Emmanuel pour cette conférence très intéressante, toujours en lien avec d'autres conférences, puisque tout à l'heure on avait le Repair Café de Tours qui était présent avec les 3R et puis Beta Machine qui fait des ateliers de réparation partagés tous les on est dans le lieu pour la réparation ici. Et la réutilisation et la réappropriation. À côté de votre stand de l'April, il y a la boîte à outils qui fait de la réparation et de l'appropriation. Au premier rang de la conférence, il y a une rangée de sièges qui provient d'un TGV. C'est des sièges première classe. Première classe, oui. Et donc là, c'est très confortable et très étonnant de voir des sièges déplacés, réutilisés comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur les brevets. Qu'est-ce que tu penses des organisations genre Open Invention Network, de différentes entités qui mettent en commun leurs brevets dans un but a priori défensif ? Alors ça, c'est une partie, ça devrait être une deuxième partie, je pense, mais qu'il faut déployer, qu'il faut développer. Je pense qu'il y a moyen de faire du judo légal, d'utiliser les règles pour se défendre contre les règles. C'est ce que font les logiciels libres. Les logiciels libres sont couverts
en général par le droit d'auteur, mais c'est ce que font aussi certains dans les brevets et dans l'Open Invention Network notamment, ou l'Open Innovation Network, je ne sais plus ce que le I il est pour. Mais en tout cas, désolé, c'est le micro qui fait mal. En tout cas, les brevets tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui sont utilisés de manière agressive. C'est-à-dire que les entreprises acquièrent des brevets, ne les développent pas forcément elles-mêmes, parce que c'est pas intéressant de développer un brevet, ça coûte de l'argent, du temps. Non, ce qui est intéressant, c'est d'acheter des brevets, même s'ils arrivent en fin de vie, hein, ça dure que quelques années, un brevet, mais même en fin de vie, ça peut être encore être intéressant pour attaquer des concurrents. Et ça se voit très souvent dans les téléphones portables notamment. Apple et Samsung se sont battus sur des problématiques, alors pas que de brevets, mais il y avait aussi des problématiques de marque ou de logo et de graphisme. C'était design et modèle, on me reprend effectivement. Donc c'est de la propriété intellectuelle là aussi, c'est encore d'autres branches. Mais ça a été utilisé par des entreprises pour attaquer d'autres entreprises. Et les brevets sont très utilisés pour ça. Et notamment, ils font des pools de brevets avec du cross-licensing à foison dans ces pools de brevets. Et c'est très difficile de battre contre ça. Donc l'Open Innovation Network, je crois que c'est Innovation, ils essayent effectivement de rassembler des brevets logiciels qui sont vraiment une abomination qui ne devrait pas exister en Europe. Ils sont légalement interdits, mais techniquement, ils existent, les brevets logiciels en Europe. Ils ont quand même été acceptés. Ils sont inutilisables, mais ils existent, ils sont présents. Et aux États-Unis, ils sont très utilisés, ils existent et ils sont très utilisés. Donc ces brevets logiciels, pour se battre contre eux, effectivement, il y a des entreprises qui sont souvent dans le logiciel libre qui ont décidé de les mettre en commun. Et donc ils se sont mis d'accord dans ce pool de brevets pour que tous les brevets soient mis en commun et que si jamais quelqu'un attaque une de ces entreprises, l'entreprise pourra utiliser le pool de brevets pour contre-attaquer en retour. Parce que généralement, si une entreprise vous attaque, elle-même est attaquable. Généralement, il y a des limites à ça, hein. Je vais y venir. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez beaucoup de brevets, des brevets très forts qui touchent des points importants de la technologie ou du domaine dans lequel vous êtes, vous avez des facilités à attaquer les concurrents. Et récemment, Microsoft vient d'annoncer, donc dans les GAFAM, c'est le M. Microsoft, c'est une des plus grosses entreprises au monde. Ils vont arriver au trilliard à un moment donné de valorisation boursière. Et Microsoft, ils viennent d'annoncer, je crois que c'est 60 000 brevets qui vont rejoindre l'OIN là en ce moment pour essayer de défendre un pool commun de brevets, mais ce sont des brevets défensifs. Ils sont supposés être utilisés que pour se défendre face à d'autres acteurs qui attaqueraient. Alors il y a une limite à ça. C'est quelque chose que j'aurais pu présenter d'ailleurs, c'est les trolls de brevets. Il existe des entreprises, surtout aux États-Unis, qui ne font rien si ce n'est héberger des avocats et si ce n'est héberger et acquérir des brevets. Ces entreprises ne produisent rien. Ces entreprises ne vendent rien. Mais elles possèdent légalement des brevets, elles possèdent des monopoles d'exploitation. Et avec ces brevets et avec les avocats qui les constituent, elles attaquent en justice des entreprises qui, de leur point de vue, contreviennent à ces brevets. Donc c'est des trolls. Ils attaquent de manière très forte, de manière assez violente, parce que ça remonte au niveau du tribunal très rapidement. Et ils attaquent en demandant de très forts dédommagements. C'est des millions et des millions qui sont demandés en dédommagement pour infraction à des brevets qui, soit dit en passant, sont généralement écrits pour être incompréhensibles et sont généralement écrits pour couvrir un maximum de domaines. Les brevets, ce sont des outils qui sont utilisés par les entreprises comme des outils d'attaque, comme des outils d'agression, et ce sont des outils qui, à l'origine, sont supposés dévoiler des secrets, mais qui, aujourd'hui, ne dévoilent rien du tout. Aujourd'hui, les brevets sont écrits par des avocats pour des avocats. Mieux encore, les brevets, ce sont supposément des outils pour les techniciens d'un domaine donné. Donc moi, je suis ingénieur. On m'a appris à lire un brevet quand je faisais mes études d'ingénieur. Je suis ingénieur en mécanique à l'origine. Donc on m'a appris à lire un brevet. On m'a appris à écrire un brevet ou à demander à un avocat d'écrire un brevet. Et on m'a dit à un moment donné, attention, sache que si jamais tu enfreins un brevet, c'est pire d'enfreindre un brevet si on le connaissait à l'avance. C'est-à-dire si j'ai lu un brevet, que je réimplémente l'invention et que je la diffuse et que je la vends ou que je l'exploite sans demander une autorisation, là je viens d'enfreindre un brevet en connaissance de cause. Par contre, si je suis un inventeur, que je fais une invention sans avoir lu le brevet, au tribunal, je pourrais clamer ma bonne foi et je pourrais simplement clamer j'ai réinventé un brevet sans connaître le brevet à l'origine.
Et le tribunal prend cela en compte dans les dommages et intérêts et normalement minore les dommages et intérêts qu'on a à payer pour avoir enfreint un brevet. Eh bien, ce mécanisme-là fait qu'on encourage les inventeurs à ne surtout pas lire les brevets. Aujourd'hui, un inventeur qui lit un brevet, c'est un inventeur qui va se mettre en position d'être attaqué. C'est-à-dire si je lis un brevet et qu'il y a des traces du fait que j'ai lu ce brevet, si on m'attaque sur le brevet, je suis ouvert à des dommages et intérêts énormes, gigantesques. On peut me demander d'arrêter d'exploiter mon invention. Et c'est une des choses qui est assez amusante avec les brevets, c'est que souvent, les brevets couvrent des inventions qui peuvent être réalisées par plusieurs inventeurs en même temps. Ça s'est vu plein de fois dans plusieurs pays différents, des inventions qui en même temps ou dans une même période sont brevetées. Et ça a créé des quiproquos parce que notamment, il y avait certains pays qui couvraient des brevets au moment de leur invention et il y en a d'autres qui couvraient les brevets au moment de leur dépôt. C'est pas pareil. C'est-à-dire que si moi je suis un inventeur et que je viens présenter ici mon invention et qu'il y a des photos qui sont prises, ça c'est une divulgation de mon invention. Et donc il y a des pays où cette divulgation fait foi. Il y a d'autres pays qui disent non, le brevet il est important que si vous avez l'obtention du brevet. Et l'avoir diffusé ne vous donne pas un droit d'exploitation exclusive. Et ça crée de jolis quiproquos en justice et c'est un beau bordel à aller démontrer. Donc il y a eu des cas, notamment sur l'électricité, où des gens en même temps avaient fait des inventions et avaient voulu... Non, c'était sur les téléphones, pour couvrir les téléphones avec les brevets. Et c'était des inventions qui avaient été faites dans des périodes semblables. C'est un beau bordel dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, troll des brevets, les extensions de brevets à tout va, les poules de brevets, ce sont des arnaques qui permettent d'exploiter de manière indue des inventions qui n'ont plus grand chose à voir avec des inventions techniques, qui sont juste des inventions légales. Donc c'est vraiment, c'est un monstre Frankenstein. La propriété intellectuelle, c'est un assemblage de plein de morceaux qui sont des morceaux de droit mortes, qui ne concernent et qui n'intéressent que les législateurs, les avocats, les ayants droit, les entreprises qui ont les droits, elles, ça les intéresse d'avoir cette propriété intellectuelle. Mais nous, le public, on ne possède plus rien. On n'a plus accès à notre propre culture. Mickey Mouse, c'est dans le domaine public c'est dans le domaine public, c'est dans la culture mondiale, mais Mickey Mouse continue à appartenir à une entreprise qui en a un droit d'exploitation exclusive. C'est quelque chose qui est assez scandaleux aujourd'hui. Merci Emmanuel. Donc vous pouvez continuer les échanges sur le stand de l'April, qui est donc situé là-bas, plus loin. Et on se revoit tout à l'heure vers 15h30. Merci Emmanuel.